Alors, hier, j'ai cherché à faire quelque chose de particulier sur le signe de Taureau. Euh, je me suis réveillé et j'ai eu l'idée de chercher en fait plus de détails sur le signe de Taureau. En même temps, pour moi, à chaque fois, souvent, je fais ces recherches-là pour moi d'abord. Et ensuite, si je trouve ça intéressant et que ça peut aider d'autres personnes, je le partage. Et souvent, je fais des vidéos comme ça que je ne partage pas parce que je trouve que ça peut être en partie faux ce que je dis déjà parfois. Du coup, ça prend un temps pour faire l'editing des vidéos. Et du coup, des fois, je le fais pas parce que ça prendrait trop de temps. Aujourd'hui, je vais parler de féminité, parce que je vais parler de taureau. Les gens ne savent pas forcément, parce qu'ils s'associent le signe de taureau à un côté masculin, chose qui est pas totalement faux, parce qu'il y a aussi un côté masculin à chaque fois. En fait, tout signe féminin a aussi une part de masculinité et inversement. Donc par exemple, le signe de Lion, qui est le signe le plus masculin, est un peu une exception, et le signe de Cancer aussi, parce que c'est un signe qui est 100% masculin et 100% féminin pour Cancer. Mais tous les autres signes, c'est moitié-moitié en fait, il n'y a pas plus l'un que l'autre. Mais le signe de Taureau, il est un peu particulier aussi, parce que chaque signe a sa particularité du coup. Et la lune en fait est exaltée dans le signe de Taureau, dans les 3 premiers degrés. Et du coup, plus la lune est proche de ce signe, plus la lune va être forte. Donc c'est un des critères, on va dire, c'est pas le seul, c'est un des critères qui permet de comprendre si quelqu'un a des émotions qui sont saines. Et du coup, je vais donner un exemple avec la charte de Jay Park. Donc apparemment c'est quelqu'un qui est chanteur, c'est un chanteur connu que je ne connaissais pas avant-hier, que j'ai découvert hier du coup. Et je l'ai trouvé en faisant des recherches sur AstroThem en fait. J'ai mis en recherche ascendant Bélier et la lune en Taureau. Et j'ai mis ascendant Bélier exprès parce que je voulais que la lune se trouve dans la seconde maison en fonction de l'ascendant. Donc ici en ascendant Bélier, la lune se trouve en Taureau. Et j'ai fait ça parce que la lune elle est très très forte dans la deuxième maison et elle est très très forte dans Taureau. Donc on a 2 critères sur 3. Sachant que le 3e critère, c'est si la lune est pleine ou pas, ou moins proche. Enfin, c'est des quand on dit la lune est pleine, si elle est un peu moins pleine, on va dire c'est un peu moins bien. Et pareil pour Taureau, si la lune est en Gémeaux, par exemple, ça va être très similaire au niveau de sa force. Et pareil quand la lune est en Bélier, parce que c'est le signe Bélier, c'est le signe qui est juste à côté, et Gémeaux aussi, c'est le signe qui est juste à côté de Taureau. Et du coup, quand la lune est en Gémeaux, la lune est aussi très forte, et pareil en Bélier, parce qu'elle est proche de son exaltation. Pareil, si le soleil, là actuellement, quand lui il est né, le soleil était en Vierge, si la lune était en Poisson, on aurait une pleine lune le moment où il est né. Ici, on n'a pas une pleine lune, mais on a une lune descendante. Donc c'est beaucoup moins bien. Je ne vais pas expliquer ce que ça veut dire ici, mais c'est un petit peu moins bien parce que elle n'est pas pleine la lune. Mais on a quand même 2 forces sur 3 qui sont très très bien. Du coup, comment ça va se manifester dans son interview? J'ai regardé son... déjà, ici, quand je l'ai trouvé dans la liste, il est un peu plus bas, parce que j'en avais marre de faire sur des gens que je connaissais déjà. Et je suis tombé sur lui, ici.
Et du coup, on a cette charte-là. On a vraiment beaucoup de choses intéressantes dans sa charte qui sont très très bien. Il n'a pas beaucoup de défauts en fait, ce gars-là, mais il en a quand même, parce qu'on en a toujours. Mais il a en fait un côté féminin très fort. Donc ça va être un pur féministe, on va dire, la plupart du temps. Mais c'est pas le féministe qu'on va s'attendre à voir comme dans la politique. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit à la politique. Ce que je fais, moi, c'est pas de la propagande. Et c'est des recherches pour savoir comment se comporter correctement, en fait. Quand on étudie des gens qui ont des planètes en exaltation qui sont très fortes, on peut, en fait, utiliser leur comportement, en fait, copier leur comportement pour arriver à nous-mêmes mieux comprendre comment réagir d'un point de vue féminin sans se dégrader. Parce que y a beaucoup de personnes qui vont parler de féminisme à la télé ou dans les médias, et en fait ils vont utiliser le mot féministe, mais c'est pas du féminisme. Et enfin, du moins pour moi. Après, chacun a son point de vue, il y en a qui vont pas être d'accord avec moi, bien sûr, donc c'est pour ça aussi qu'il faut prendre les choses avec des pincettes. Mais moi, une des choses, quand je vais regarder une de ces vidéos, je tirais une carte pour savoir, je fais aussi de la cartomancie, et du coup je vais tirer une carte pour savoir qu'est-ce que sa musique représentait, ou le moment présent, qu'est-ce que j'allais découvrir. Je suis tombé sur le 2 de cœur. Le 2 de cœur, c'est la carte la plus féminine qu'on peut avoir, donc c'est un 2. Donc c'est un peu comme la deuxième maison, en fait, le 2 de cœur. Ou taureau, d'ailleurs, qui est le deuxième signe. Donc le 2 de cœur, c'est la carte qui est la plus féminine et qui parle d'amour, en fait. C'est deux symboles qui se connectent, en fait, comme deux personnes. Et donc le cœur, c'est l'émotion, c'est le sang, etc. C'est l'eau, et c'est la connexion. Donc il y a une connexion, et quand on dit connexion, c'est quelque chose qui est lié à quelque chose de liquide. Donc quand par exemple, quand on fait de l'agriculture, et qu'on a de la terre qui n'est pas mouillée, la terre ne colle pas, et du coup la plante ne peut pas grandir. Donc c'est symbolique à la nature, à la nourriture, etc. Quand on mange, si on mange quelque chose qui ne contient pas d'eau, et ben ça va pas passer dans le système, dans le corps, ça va pas passer parce que c'est trop dur, c'est pas assez mou, donc on a besoin de lubrifiant pour faire passer la nourriture dans le corps. Et pareil quand on a une relation sexuelle, etc. Donc le côté eau est très important. Donc c'est pour ça que j'ai tiré le 2 de cœur. Donc dans sa musique que j'ai écoutée, il y a beaucoup d'émotions. Et on pourrait dire que ce gars-là, c'est une lavette, et qu'il est totalement féministe, et qu'il n'a pas de... On pourrait, hein, je dis pas que c'est le cas, je dis on pourrait caricaturer la personne et dire qu'il n'y a pas de côté masculin, ce qui est en partie le cas. Mais on va pas parler trop de ses défauts pour l'instant, on va plus parler de ses qualités, parce qu'on va essayer de découvrir en fait ses qualités nous-mêmes, et moi-même je découvre aussi, hein, je suis pas parfait là-dedans. Donc, si on revient sur la lune en taureau, déjà la lune sur la seconde maison, on va parler un peu de ça, sachant que moi aussi je l'ai. Donc on a deux exemples en fait, moi je suis ascendant taureau, et on a même un troisième exemple d'ailleurs, je fais une pause un instant. Alors du coup j'ai pris la date du jour, et on peut voir actuellement que la lune est en taureau, et c'est en partie pour ça que je voulais parler de ça.
sachant que à l'opposé, actuellement, on a le soleil en Scorpion. Donc le soleil en Scorpion, comme il est opposé à la lune actuellement, on a une pleine lune dans le signe de Taureau. Donc la lune est très très forte, le côté féminin en ce moment il est très fort. Et pour moi c'est un peu particulier dans le sens où la lune actuellement, si on suit le transit, la lune est actuellement en train de transiter sur mon ascendant, et le soleil en Scorpion. Donc on a une pleine lune sur mon ascendant, donc c'est un transit spécial qui fait que ça fait apparaître des choses dans ta vie. Donc quand une planète est rétrograde, ou que c'est la pleine lune, ou qu'on a l'équivalent d'un rétrograde pour certaines planètes qui sont particulières pour le soleil par exemple, et que ça transite sur l'ascendant, on a quelque chose de particulier qui se produit. Donc par exemple, si tu es ascendant Lion, quand le soleil va être en Verseau, donc en février, environ février ou début janvier, fin janvier, tu vas avoir un transit de la Lune qui sera en pleine Lune dans le signe de Lion quand le soleil va être en Verseau. Donc il se produit quelque chose. Donc il y a les transits aussi qui sont importants, donc je parle de ça en même temps. J'ai essayé de ne pas me perdre dans les détails, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Alors, on va maintenant faire une petite pause et je vais parler de la Lune dans la seconde maison. Alors du coup on va parler de la Lune dans la deuxième maison que moi j'ai toujours eu cette capacité inconsciente en fait de me connecter vers les choses qui sont utiles. Donc la Lune en fait, l'amour etc. et les connexions on va dire sociales sont liées à ta capacité à être utile aux autres. Donc la seconde maison c'est les ressources. Et ta capacité à gérer tes ressources. Donc ça peut par exemple être quelqu'un qui collectionne des objets de valeur qui sont utiles et qui ont une valeur en fait. Ça peut avoir un prix pour toi en fonction de qui tu es. Donc ça peut se manifester de plein de manières différentes, c'est pas juste l'amour, etc. Mais en gros, dans la seconde maison, ça va donner un calme, quelqu'un qui est posé, quelqu'un qui est capable en fait d'être utile aux autres. Et plus tu es utile aux autres, en fait, plus les gens ils vont apprécier ta présence. Et l'inverse est opposé aussi, c'est-à-dire plus tu vas être inutile, plus les gens ils vont tendance à te considérer il y a beaucoup de bruit à côté de chez moi, des voitures, des motos qui passent. Donc je disais, plus tu es utile, et plus les gens ils vont vouloir passer du temps avec toi. Et l'inverse aussi, plus tu es inutile, plus les gens ils vont t'utiliser. Enfin, ils vont pas te considérer de la même manière, on va dire. Et souvent, ça va être... Enfin, moi, ce que je vois, hein, c'est surtout chez les femmes, je vois ça comme des personnes qui se font utiliser souvent pour le sexe, parce qu'ils n'apportent pas vraiment de valeur autre que la sexualité, ce qui est une valeur aussi, mais qui n'est pas la première valeur qu'on cherche chez quelqu'un normalement. Je dis normalement. Il y a des exceptions bien sûr, pas généraliser trop ce que je dis, parce que là j'essaye d'expliquer avec des contrastes très forts pour avoir une base. Donc dans la réalité, ça va pas être exactement comme ça, il faut pas se figer, c'est pas parce que je dis quelque chose qu'il faut se figer sur cette idée-là et penser que ça va être tout le temps comme ça avec une personne. C'est rarement le cas dans la réalité. Du coup... D'un point de vue spirituel, quand la lune est proche de l'ascendant ou sur la deuxième maison, ça va donner quelqu'un qui a beaucoup d'intuition.
Mais dans la deuxième maison, ça paraît beaucoup plus terre à terre en fait, parce que c'est lié à la famille, etc. Donc c'est quelqu'un qui paraît en fait très très normal en fait. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que les personnes ont du mal à comprendre qu'est-ce que c'est vraiment la féminité, surtout pour un homme, parce que c'est pas facile à comprendre. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pris cette interview-là de ce gars-là, qui a la lune plus forte que moi d'ailleurs, parce que c'est dans le signe de Taureau, et c'est dans la seconde maison. Et il n'y a pas de gêne non plus dans le signe de Cancer, qui est le signe de la lune. Il y a Mars ici, mais Mars ne gêne pas. Je vais parler de ça ensuite, et peut-être en fonction de son interview, j'ai vu pourquoi, comment ça ressort chez lui. Il a aussi Vénus en Balance, qui est très fort, et qui va aussi aider son côté féminin, parce que Vénus ça aide le côté féminin aussi. Et je vais pas parler des autres choses, pour l'instant je vais passer son interview juste pour voir, parce qu'il dit c'est un son. J'ai regardé plusieurs interviews, mais celle-là elle est vraiment bien, elle dure pas très longtemps. Et la femme qui l'interroge, le channel s'appelle Femina India, je connaissais pas ce channel avant, elle lui pose les bonnes questions et elle le décrit d'une manière qui correspond exactement à son astrologie. Du moins pour moi. Bon, je vais traduire les passages importants. Et je crois que vers la 16e minute, je crois qu'il parlait, elle dit exactement bien ce qu'il faut. Donc j'ai passé à la 16e minute directement comme ça. Sinon je pense que la vidéo va être trop longue. Donc là, du coup, il essaye de grandir et d'être plus lui-même et d'enlever le côté, on va dire, non transparent. Souvent, quand on est sur scène, surtout pour quelqu'un qui est comme lui, chanteur, etc., on a besoin d'être transparent normalement et de pas mentir, etc., de pas cacher les choses. Parce que la plupart des gens, ils essayent d'aller dans cette direction-là, c'est pas toujours facile. Et c'est ce qu'il essaye de faire, et je pense qu'il a beaucoup de compétences là-dedans, parce que la lune est en Taureau, justement. Mais lui, il s'en rend pas forcément compte, et d'ailleurs, chose que j'ai pas encore dit, quand la lune est en Taureau, on a une fierté, en fait, de montrer ses émotions, d'être proche du côté terrestre, en fait, proche des gens, parce que c'est terre, Taureau, c'est un signe de terre, et c'est lié à l'agriculture, etc. Donc, ça veut pas forcément dire que tu vas devenir agriculteur, mais ça veut dire que tu es en contact avec les gens, en fait. Taureau, c'est un peu considéré comme le village, en fait. Donc, tu es dans ce village-là, et tu discutes avec les gens, et tu es proche d'eux, en fait. Donc, il y a un côté proche des gens. Donc là, il veut que ses fans soient fiers de lui, donc il y a la fierté qui ressort. Et qui peut être gênant, en fait, d'un point par rapport aux autres, parce qu'on a cette fierté-là, et je pense qu'il essaye de la détruire aussi en même temps, sans s'en rendre compte, parce que quand on a la lune en Taureau, et qu'on vit dans ce monde actuel où être fier, c'est pas forcément une bonne chose, c'est pas considéré comme une bonne chose, et je pense que certaines personnes qui ont cette lune en Taureau là, ils vont peut-être croire que c'est, sans s'en rendre compte parfois par rapport au retour des autres, que c'est peut-être une mauvaise chose, alors que c'est pas du tout ça. C'est bon d'être fier dans le bon sens. Il y a la mauvaise fierté qui est l'ego, qui est lié à Saturne, etc., qui peut être lié à des traumas, qui peut être lié au narcissisme, etc. Ça, c'est l'ego qui gêne les gens. Mais si tu es fier de toi dans le bon sens et que ça aide les autres à avancer, c'est une bonne fierté.
et c'est ce qu'il a lui, et je pense qu'il s'en rend pas forcément compte. Et elle le guide, du coup, elle lui dit que si, c'est exactement, enfin c'est ça qu'il faut avoir justement. I think what you're describing is sincerity. I think so. And the single's called Sincerely, comma. There you go. Donc là il parle de sincérité. Talk to me a little more about what's coming up, though. You've kind of been teasing this album. Is there anything else? I know you teased a collaboration a couple of days ago on Twitter with Did I? Ryan. I think so. I saw a tweet. Oh, I saw that a tweet. was, Yeah. yeah. Donc apparemment, c'était un peu plus tôt qu'il parlait de ça. J'ai mis la vidéo un peu trop tard. Je pense que... The song that there was, and I think that music video presents itself beautifully. That there was a toxic relationship that was a disaster in a car crash, but after that, we saw the beauty that lighted it, which was them riding off in the sunset with a whole new relationship begin, you know? And it was just, I thought it was kind of beautiful, kind of, a little bit. Yeah, kind of very warm. And I feel a lot of people could kind of like relate to it also, because it's just, bad stuff happens, but then that's never the end. There's always good things that could happen afterwards. You just have to stay with them. I agree with that 100%. Yeah. The last time we spoke, just a couple of months ago, we spoke a lot about duality and the duality in your life. Donc là c'est la partie qui est importante, du coup elle va parler de dualité en relation, je pense, au côté féminin. Song, there's a really interesting line. I got it correct? It's two colors cross the intersect. Yeah. Right? Is that the line? Yeah. Yep. Yes. So for me, I don't know, it kind of also really spoke about the duality that still exists in you. Do you find yourself uncovering new aspects of this dualism as you move forward? I think I definitely see myself moving forward, and as you grow older, you also grow mentally, I think. And I guess straying off of the duality aspect. Donc du coup là il dit que quand tu grandis, tu vieillis, tu matures et tu avances mentalement. Donc là il parle de la lune exactement. Et aussi le fait que la lune en taureau, en fait, c'est un côté adulte, même si la lune c'est une partie qui est liée à l'inconscient féminin. Quand la lune est en taureau, en fait, ça exalte Vénus, parce que c'est dans le signe de Vénus, et Vénus c'est un adulte. Et sachant que son Vénus est très fort aussi, donc il a un côté adulte très fort. L'adulte, en fait, c'est ce qui fait la conjonction, en fait, c'est ce qui permet de lier le parent et l'enfant, en fait. C'est la personne qui est au milieu, en fait, t'as les parents qui sont en haut, qui donnent les règles, t'as l'enfant qui subit, en fait, sa vie, enfin, qui est créatif, mais qui peut subir aussi le parent, et inversement, l'enfant, il peut aussi faire chier le parent parce que il se comporte comme un gamin. Et du coup, l'adulte, c'est entre les deux, en fait. C'est ce qui fait l'équilibre. Donc c'est pour ça que Vénus est bien placée dans le signe de Balance, parce que c'est son signe. Et c'est ce qui permet de faire l'équilibre, en fait. C'est ce qui permet à l'adulte d'être entre les deux, et de pas forcément rejeter le parent qui donne des règles, et pas non plus rejeter l'enfant qui a besoin de grandir et d'être créatif. Et du coup, il grandit en mettant ces deux aspects-là, de les fusionner, en fait, pour devenir une personne complète. Et du coup là, il parle d'un adulte. Donc c'est exactement le mot qu'il faut, en fait, et qu'il a besoin de grandir et d'avancer. Quand on a la lune en taureau, pendant la période de 12 à 32 ans qui est liée à Vénus, qui est liée aux hormones et qui est liée à la direction que tu prends dans ta vie, quand la lune est en taureau, tu vas avoir plus de facilité à faire ça. Et c'est pour ça, du coup, qu'il avance vite. Et que les personnes qui ont un côté féminin très fort dans la vie vont être très créatifs, vont être ouverts, en fait, aux bonnes idées que les autres ils ont, et il va les utiliser correctement. Donc plus ton côté féminin il est fort, plus quand comment dire ça,
plus ton Vénus il est fort, surtout dans la période de 12 à 32 ans, plus tu vas avoir ce côté-là d'être un adulte, mais aussi la lune en taureau, ça va donner les deux en même temps en fait, parce que c'est un côté féminin créatif, et en même temps on a aussi autre chose que je vais parler ensuite, qui là aussi, qui donne ce côté créatif, c'est le fait que Ketu est dans la 3e maison. Et en fait, la 4e maison est liée à un côté familial, enfantin. Et quand Ketu est proche de cette 4e maison, ça va donner quelque chose de similaire. Donc on a plusieurs choses en fait. Une moto qui passe. On a plusieurs choses dans son astro qui fait qu'il est vraiment un féminisme, qu'il a un féminisme très fort. La lune en taureau, la lune dans la 2e maison, Ketu proche de la 4e. Donc Ketu c'est le point d'éclipse que j'ai mis en jaune ici. Et on peut le voir aussi, ce Ketu là, où est-ce qu'il est sa charte lui, sur AstroThème, pour ceux qui ne savent pas, on a Rahu, c'est le North Node, et Ketu en fait c'est le point opposé. Donc ici, Rahu il est dans le signe de Sagittaire, et du coup c'est toujours opposé, donc Ketu il va être ici dans le signe de Gémeaux. On n'a pas l'affichage de Ketu ici malheureusement sur ce site-là, mais on peut le calculer grâce à Rahu, parce que c'est tout le temps opposé, donc 26 degrés dans le signe de Sagittaire, ça fait 26 degrés dans le signe de Gémeaux, c'est ce qu'on peut voir ici. Donc, je vais expliquer ensuite qu'est-ce que ça fait Ketu, mais pour l'instant, enfin, je rajoute ce détail-là quand même parce que ça ressort dans sa personnalité. Learn as I go forward. The duality aspect, speaking on the duality aspect, I think I've realized in this situation that you can't be two things. You have to genuinely be one thing in order to be real, I think. And for me, that might have come off weird. No, it didn't. I kind of get what you're talking about, but Right. yeah. So a lot of people, like what I'm talking about is a lot of people for me in this situation was after the Jane thing happened, they were just like, yeah, just cater to your audience, just know that your fans know they're everything, and just act like just act like you changed. It's not a big deal. And I was sitting there like, bro, like Jamie cried. It's a big deal. Mm-hmm. And then I realized that I don't know how this pertains to your specific question, but how I heard it was, I don't think I could pretend to be a good person and then be someone else and have different ideals. I think I have to actually become that person. That's why I've been trying to further understand and further grow, and to actually be a genuinely not different behind the camera type person. So I've been trying very, very hard. I think even from before to be even more transparent, because I think it helps me grow. Donc là, il parle plus ou moins de la même chose, qu'il a ce besoin d'être transparent et d'avoir ce côté genuine, donc d'être vraiment lui-même et de montrer qui il est. Et que c'est pas facile pour lui de le faire, ou du moins il a cette impression-là, parce qu'il se fait juger aussi, je pense, constamment, et qu'il n'est pas parfait non plus, il y a des choses qui fait qu'il a des difficultés, et je vais en parler tout à l'heure. On va se concentrer encore, parce que je sais pas où elle dit ça, mais à moi, je sais pas si je vais retrouver le moment où elle parle exactement, enfin elle dit exactement ce que je dis astrologiquement. Yeah. I think what you're describing is sincerity. I think so. And the single's called Sincerely, comma. There you go. Are you teasing this album? Is there anything else? I know you teased a collaboration a couple of days ago. Became, I was just kidding. It was Oh. just a big joke, and then became
stuff, huh? Après, une des choses aussi que j'ai remarqué, bon là il est un peu plus en mode sérieux, mais il se permet de faire des blagues aussi. Je pense que quand la lune est en taureau, souvent les personnes ils vont faire des blagues, ils vont être sociales, mais tout en étant calme. Ce taureau c'est un signe qui est très calme. Donc ils sont très paisibles en fait, et quand ils font des blagues en fait c'est vraiment... quelque part ça vient du cœur, parce qu'ils sont pas stressés, ils n'ont pas besoin en fait de plaire, parce qu'ils sont calmes, ils se sentent bien, donc ils n'ont pas forcément besoin d'exagérer leur comportement quand ils sont sur scène en fait. Ce qui n'est pas tout le temps son cas, parce que le soleil est en difficulté, et le soleil joue aussi dans la balance. Je voulais prendre aussi l'exemple de, comment il s'appelle, Jake, dans le film là, connu de vampire là. Je sais plus comment il s'appelle l'acteur. Mais c'est pas grave, peut-être que je vais me rappeler ensuite. Et du coup, le personnage et l'acteur surtout, il a ce sourire magnifique, et souvent quand la lune est en taureau et lui c'est sur son ascendant, ça ressort d'une manière flagrante dans son apparence, donc on voit ce sourire, on voit ce charisme, etc. Donc la lune en taureau, ça peut donner ce charisme là, ce sourire facile. Et on va souvent voir aussi sur le visage les traits du sourire, parfois qui sont marqués aussi sur le visage. Et ça donne aussi cette forme du visage avec beaucoup de rondeur en fait sur le visage, parce que c'est des personnes qui ont beaucoup d'émotions et qui parlent de ces émotions et qui plaisantent, etc., qui blaguent, qui vivent leur vie. Alors du coup, je voulais montrer une autre interview qui est pas mal aussi, celle-là. On voit un peu sa position, son body language, on va dire. I was immature and lacking knowledge that the world is different, that there's culture that is very, very different in the world. Yeah. Donc là on voit un peu plus son sourire, etc., sa joie de vivre. Little did I know that I was colorful. Yeah, it's very, very colorful, and it's funny because contrary to that, I now believe that everything is gray and nothing is white and black. So there was a period in time, especially like morality wise, or like just like I felt like I had learned 1 + 1 was 2 in the US while growing up until I was 18, and then I went to Korea and all of a sudden they said, oh yeah, 1 + 1 is actually 1.999999998. It's like a different answer. Du coup, il y a plusieurs choses. Déjà, je voulais parler de son body language, un peu de la manière qu'il parle, etc. Et sa position sur le siège, etc. Parce que ça va refléter qu'il est en fait d'un point de vue un peu, le côté un peu enfantin. Donc on voit sa position là, il est en mode cool et il se laisse aller en fait. Et souvent les personnes qui ont ce côté très fort. Donc quand je dis côté enfant, ça rejoint un peu le côté féminin. On peut l'associer en fait à tout le monde, que ce soit un homme ou une femme. Donc c'est pour ça aussi que j'utilise ce terme-là. Et c'est lié à la psychologie, PAE en français, donc parents, enfants, enfin parents, adultes, enfants. Donc on aurait ces 3 capacités intérieures. Toute personne aurait ces capacités-là, selon cette psychologie-là. Et du coup, pour repérer ça chez quelqu'un, tu regardes en fait la manière qu'il se positionne, s'il se positionne plus comme un enfant ou comme un adulte, quand il est en train de s'asseoir, est-ce qu'il est à son aise, est-ce qu'il est en train de jouer, est-ce qu'il est en train de plaisanter, ou est-ce qu'il est sérieux, carré, et qui donne des règles précises, et qui veut vraiment montrer ce côté d'autorité, parce qu'il veut avoir ce charisme de parent peut-être. Et j'ai un bug dans le logiciel.
Alors du coup je vais parler de la Lune dans la seconde maison. Mon ordinateur il a bugué et je m'ennuyais un peu parce que la Lune, enfin Saturne était sur l'ascendant, et quand Saturne est sur l'ascendant, en général je m'ennuie, ou je me sens pas bien, donc c'est un peu similaire. Donc ça c'était vers 13h30 par là. Saturne était sur l'ascendant jusqu'à vers 2h40. Maintenant Saturne est sur la 12e maison, donc c'est un peu similaire dans le sens où la 12e ressemble un peu à la première dans sa signification, on va dire, ésotérique. Et du coup maintenant on a Raoult sur l'ascendant. Et je me suis mis à regarder d'autres interviews parce que je m'ennuyais à mourir et je trouvais que ma vidéo était nulle, littéralement. Et c'est pas étonnant parce que Saturne il était sur l'ascendant, donc j'avais fait une vidéo pareille il y a quelques semaines de ça que j'ai pas publié, je pense. Parce que je me rappelle plus exactement de tout ce que j'ai publié, qu'est-ce que j'ai pas publié. Mais en gros j'avais fait une vidéo, Saturne était sur l'ascendant, j'ai trouvé la vidéo nulle. Ennuyante, même s'il y avait des informations intéressantes, c'était ennuyant. C'est difficile à dire en fait que c'est ennuyant parce que littéralement on peut rencontrer des personnes qui ont Saturne sur l'ascendant, et j'ai rencontré plein de personnes, bien sûr, comme ça, parce que tu as une chance sur 12 que c'est sur l'ascendant. Donc il y en a plein qui ont ce placement-là. Et littéralement, enfin je me rappelais plus de l'astrologie de cette personne-là, mais je l'ai revue dans la rue, j'ai discuté avec elle et tout ça. Et c'était une personne qui était beaucoup dans la spiritualité et tout ça. Je vais pas donner plus de précision, parce que je vais pas non plus révéler qui c'est. Mais il y a plein de personnes comme ça, du coup, qui a ça, et je me rappelais plus qu'elle avait Saturne sur l'ascendant, cette personne-là, je me rappelais juste de quelques détails de son astrologie, et ces détails-là étaient très significatifs aussi, donc il y avait un côté parent très fort, parce que la 10e maison était avec Ketu. Et du coup, il y avait un côté parental très fort, un côté je veux travailler, je veux de l'action, etc. Mais je me rappelais plus qu'il avait Saturne sur l'ascendant, cette personne-là. Et au fil de la journée, je me sentais pas top, en fait. Je sentais ce Saturne sur l'ascendant, en fait, qui donne ce poids, en fait. En général, moi je suis quelqu'un de très moi-même, en fait, je parle de choses qui sont liées à mon ascendant, je pense, surtout quand je fais de la spiritualité, enfin quand je parle d'astrologie ou de cartes, etc. Et du coup, je suis quand même très joyeux, j'adore plaisanter, j'adore faire des blagues et tout ça, que je fais pas trop quand je fais des vidéos, parce que, bien sûr, on est en live, et donc je utilise un peu mon côté adulte et mon côté parent aussi, sachant que j'ai Soleil sur la 11e, qui donne un peu ce côté parent, on va dire, ou de leadership plutôt, parce que c'est le Soleil. Donc socialement en général, quand je parle avec quelqu'un, je me sens très bien en fait, j'ai pas de problème à être social avec les gens, parce que la 11e maison c'est un côté social, parental on va dire, mais en même temps, il y a beaucoup de spécificités, en fonction de la planète, en fonction des autres choses que tu as dans ton astro aussi, qui équilibre ou pas d'ailleurs, tu as des personnes qui sont plus sur la 7e maison, qui aiment bien être sociales, etc. aussi, d'une manière totalement différente de la 11e, parce que la 11e c'est les groupes. Je parle de ça parce que là il est en train de faire quelque chose qui est lié à la 11e maison lui, et il a Saturne sur la 11e maison. Mais ce qu'il utilise principalement, c'est sa lune et son Ketu ici, donc il parle beaucoup, il aime bien discuter, partager, etc. Et il travaille quand même pas mal aussi, parce qu'il a le Soleil et Mercure et Jupiter ici dans le signe de Vierge, dans la 6e maison.
qui est lié au travail, employé, etc. Donc, mis à part ça, bon là j'ai parlé de choses que je parle d'habitude, et je vais aussi introduire ça, sauf que... Alors, sauf que, ouais, j'avais oublié d'enlever les chartes personnelles que je regardais d'amis ou d'autres personnes que je connais personnellement. Du coup, on a ici des choses intéressantes en fait. Ça, c'est l'Human Design. Je vais expliquer rapidement selon la version, selon la philosophie de l'Human Design. En gros, tu as différents chakras, plus ou moins. Pas exactement les chakras, mais ça, on peut dire que c'est des chakras, et ils sont liés aux planètes, etc. Et lui, il a que 2 chakras qui sont allumés, donc ça veut dire en gros qu'il a tendance à utiliser plus ce chakra-là qui est lié à la rate, et le chakra qui est lié au J-Center, donc on appelle ça souvent, on fait une comparaison à l'amour, etc. Donc le J-Center, c'est l'amour intérieur que tu ressens, etc. Qui a une signification vraiment particulière, donc on utilise le mot amour, mais le mot amour, il a plus vraiment de valeur actuellement, parce que on ne sait pas ce que ça veut dire au final. Et en français, dans la culture d'aujourd'hui, on n'a pas vraiment cette séparation en plusieurs mots du mot amour. Dans certaines langues, on a littéralement plusieurs mots pour définir l'amour. Dans certaines langues, en français, on l'a pas. Et du coup, quand je parle d'amour, c'est un contexte spécifique. C'est comme spiritualité, je sais que de temps en temps, j'ai tendance à balancer le mot spirituel un peu partout. Parce qu'en fait, il y a plusieurs formes de spiritualité. Et du coup, le mot, il a plus vraiment de sens, malheureusement, parce qu'on ne sait pas de quoi on parle. Donc, comme dans toute philosophie, en général, on a tendance à expliquer, à mettre des définitions, etc., pour expliquer de quoi on parle. Je vais pas faire ça, même si je pourrais, mais il faut savoir que ça existe. Dans son contexte à lui, il a fait des vidéos sur l'amour, etc. Donc en astrologie, on peut dire que c'est parce qu'il a la lune en taureau, etc. Donc il aime bien s'exprimer sur ces sujets-là. Ce que le Human Design fait, à la différence de l'astrologie, c'est qu'ils vont dire la personne a de fortes compétences dans le chakra qui est allumé, et elle a tendance à être moins performante et à se fatiguer très vite dans les chakras qui sont pas allumés. Et lui, il en a plein. Donc théoriquement, si on regarde par exemple la personnalité, on a 2 choses en Human Design, la personnalité et le design. Le design, c'est c'est la charte astrologique 3 mois auparavant. Donc si par exemple je regarde ici et j'utilise quelque chose de spécial, Astrological Time, et j'enlève 3 mois, Massa, et je rajoute 2 jours, j'ai son design. Donc là il a la lune à côté du point d'éclipse, à côté de Rahu. Ça donne un côté un peu foufou, donc peut-être qu'il a un côté un peu foufou, il aime sauter dans des environnements qui sont émotionnellement, où il a du mal, etc. Donc il va essayer d'aller dans un territoire qui est inconnu pour lui. Parce que Rahu représente le territoire inconnu. Et Ketu représente la base, un peu la forteresse qu'on construit pour vivre en gros, comme un château. Donc c'est la symbolique qu'il y a derrière ces 2 placements-là. Sachant que Rahu et Ketu c'est la même chose, c'est un peu comme un ascendant qui montre dans quelle direction ta vie elle va aller. Donc un peu comme l'ascendant. Donc on peut lire littéralement Ketu et Rahu comme un second ascendant. Ketu serait l'ascendant et Rahu la 7e maison depuis l'ascendant. Donc un peu comme ici, Bélier et Balance. Sauf qu'ici, par rapport à cet ascendant-là, on aurait Cancer et Capricorne.
Mais donc ça c'est son human design, c'est très rouge ici. Si je reviens à sa charte normale, on a la lune en taureau. Sa charte normale c'est le noir. Donc sa lune en taureau, ça tombe ici dans le chakra sacral qu'on associe souvent au sexe, à la sexualité. Ici, 27, donc c'est sa lune. Ici, on voit la lune dans le chiffre 27. Et on voit qu'il est principalement ici, c'est écrit projector. Ça, c'est les 4 types principaux qu'on a. On a projecteur, on a manifesteur et générateur. Et on a un 5e type qui est un sous-type du premier, enfin du 4e générateur, donc c'est générateur manifesteur. Lui ici, enfin j'ai oublié un dernier, c'est réflecteur. Réflecteur, tu reflètes tout ce que tu as autour de toi. Donc le réflecteur, il n'a pas de sacral allumé. Ici, d'un point de vue conscient, comme moi d'ailleurs, il n'y a pas de case allumée ici. Quand on fusionne les 2 chartes, on a le J-Center et la rate qui est allumée. Parce qu'il y a une connexion entre le 57 et le 10 ici. Le 10 étant son Rahu, qui est en Capricorne. Et 57, ça va être l'opposé, donc ça devrait théoriquement... Enfin non, c'est pas l'opposé, je suis en train de dire des bêtises. C'est son Vénus ici, qui est en balance dans sa charte principale. Donc le fait qu'il a Vénus et Rahu ici, ça active en gros ces 2 chakras-là, et c'est ce qu'il va utiliser beaucoup dans sa vie en fait. Il va avoir de facilité à trouver l'amour et à avoir une direction. On appelle le J-Center la direction en gros de ta vie. Et les personnes qui ont ça allumé, moi aussi je l'ai allumé, ils arrivent à trouver leur direction facilement dans la vie, ils n'ont pas de problème en fait de se faire manipuler dans ce domaine-là, on va dire manipuler entre parenthèses. En gros, tu te fais pas influencer parce que tu as une forte direction. Quand c'est allumé, tu sais où tu vas et tu vas dans cette direction assez facilement. Dans le contexte de l'amour, dans le contexte de ta personnalité, qui tu es vraiment, etc. Donc c'est un contexte particulier de l'amour. Ça ne veut pas dire que les personnes qui n'ont pas ça, ils vont pas expérimenter l'amour. Au contraire, ils vont peut-être expérimenter plus parce que c'est pas allumé. Quand c'est pas allumé, justement, tu projettes ce que les autres ils ont de fort. Donc, par exemple, si tu rencontres quelqu'un qui a ça, tu vas expérimenter. Et si toi tu l'as pas allumé, tu vas expérimenter en fait ce que lui il a en fait. Tu vas refléter son énergie. Donc en gros, ça veut dire ça un réflecteur. Et lui, dans sa conscience, en fait, tout ça, là, la personnalité, c'est la charte consciente, c'est ce qu'on fait consciemment, on sait ce qu'on fait. Et lui, en gros, il va refléter tout le temps parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de centre allumé. Je vais prendre ma charte juste un instant pour comparer. Si je prends ma charte ici, on voit que j'ai ça allumé. Et enfin, on voit que déjà j'ai un peu plus de cases allumées comparé à lui. Donc au niveau par exemple ici de lui dans sa vidéo, ici si on regarde cette vidéo là et la précédente que j'ai regardée qui était un peu similaire, non c'était pas celle-là, bon, c'est pas grave, il y en avait une autre que j'avais regardée qui parlait d'amour, un truc du genre, mais dans un autre domaine, sur un autre sujet, pardon. Et en gros, dans cette vidéo-là, on remarque qu'il sait pas trop ce qu'il dit d'un point de vue philosophique. Il sait pas trop parler, s'exprimer sur certains sujets. En fait, c'est pas qu'il n'arrive pas à s'exprimer. Dans son sujet à lui qu'il maîtrise, par exemple l'amour, la direction, ce qu'il exprimait dans ces 2 vidéos-là que j'ai regardées. Il était très fort là-dedans, donc il s'amusait, tout ça, comme un enfant, c'est sa personnalité, lune en taureau, etc., ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc il s'amuse beaucoup. Peut-être mettre un extrait juste pour avoir une impression. It's important for like romantic relationships in terms of like communication, because like most people would think that is like you really want to make sure you feel loved and like that person feels loved in that scenario. Right. So my first thought is that you should never tell anyone publicly.
what your love languages are, except your significant other. This is a weapon. What? This is a weapon. Okay. Watch. You're in a business meeting. You know exactly what their love languages are. Okay. You can socially entice them. They're gonna be like, Jay's hitting on me right I mean, now. not like hitting on them. You know what I mean? Like, you can like edge them over. Like, let's say words of affirmation mean nothing. You don't have to say words. What if gifts were the big thing? Then you could just, if you wanted something from them, you could just give them gifts over and over and over. Those are just social skills. That's just like knowing what, like... But you know exactly what. Donc là, juste même si on comprend pas ce qu'il dit, on voit, dans sa voix, enfin on remarque dans sa voix que qu'il y a quelqu'un qui est très joyeux en fait quand il s'exprime et qui montre ses émotions, etc. Donc il est en contact avec les gens. C'est ce que je disais, la lune en taureau, etc. Mais il y a des sujets qu'il ne maîtrise pas vraiment en fait. Par exemple, celui-là, au niveau des émotions, il ne maîtrise pas vraiment. Donc c'est pour ça qu'il a peut-être peur de se faire manipuler. C'est ce qu'il dit dans un business meeting, c'est l'exemple qu'il avait pris. Que les gens ils peuvent utiliser l'amour pour te séduire en quelque sorte, on va dire, et te faire croire à certaines idées. Donc ça, quand on a ça allumé, on arrive à utiliser ses émotions et littéralement à être tellement fort là-dedans que les autres, ils sont attirés par ça. Moi, c'est ce que je n'ai pas, du coup, même que si j'ai longtemps cru que je l'avais, parce que j'ai quand même des planètes ici, mais je reflète en fait l'énergie. Parce que j'ai le soleil ici, donc je vais refléter les émotions des autres, mais je vais pas être tout le temps dans l'émotion. Et c'est ce qu'on voit ici aussi en fait. Quand je parle d'émotion, pareil, il y a plusieurs mots, il y a plusieurs sous-définitions en fait du mot émotion qu'on ne comprend pas et que moi-même j'ai découvert certaines choses récemment par rapport à l'human design. C'est que j'ai beaucoup d'émotions, mais j'ai pas constamment besoin de les exprimer en fait, d'être tout le temps à fleur de peau, on va dire. Et c'est son cas à lui. Il arrive à parler, à s'exprimer, mais il n'est pas constamment en train de pleurer, par exemple, tu vois, c'est ça, il n'est pas en train de tout le temps le faire, tu vois, c'est pas un besoin d'être émotionnel tout le temps. Ça veut pas dire que la personne qui a ça allumé a besoin de le faire, mais c'est qu'elle est juste très douée là-dedans, donc elle n'est pas non plus manipulable dans ce domaine-là, du moins. Mais il y a des sous-nuances en fonction, bien sûr, de toutes ces interactions que je viens d'expliquer, qui est assez complexe, donc c'est pas facile en fait. Donc, par exemple, pour lui, dans sa charte, ici il a 36 allumés, c'est sa terre, donc c'est une sorte d'ascendant, c'est la 7e maison depuis le soleil. Le chiffre 6, on a Mercure ici. Il a d'autres choses, il y a Jupiter, donc ça c'est en fait ce qu'on voit ici en fait. Parce que on a toutes ces planètes qui sont en conjonction ici, très proches à 1 degré près, et du coup ils sont tous dans la même porte ici qu'on voit là. Ils sont tous dans le chiffre 6, en gros. C'est assez particulier parce que j'ai découvert aussi ça là, ce moins 285, que je regarde pas tout le temps parce que pas tout le monde là, ça c'est rare. Et pour avoir ça en fait il faut avoir une conjonction très proche, pas du soleil mais des autres planètes autres que le soleil. Je sais plus si le soleil le fait aussi, je crois pas, je me rappelle plus. Je crois pas l'avoir vu en tout cas. En gros, ça c'est les guerres des planètes. Et quand on a des planètes en guerre, quand elles sont très très proches, à moins de 1 degré, il y a une guerre qui se produit parfois. Et on a une grosse guerre ici, c'est moins 285. En général, quand ça commence à être très près, on a moins 50, moins 150, par là, moins 200, moins 300. Moins 300, ça commence à être beaucoup et ça se ressent beaucoup parce que... on voit ici, enfin on voit pas encore, on voit ici que la force totale, elle est vachement diminuée. C'est à 164 ici, on n'a que 42% de la force requise, et du coup Jupiter c'est sa planète la plus faible. Et c'est très très faible ici, parce que quand c'est faible, c'est à 80-75%.
quand il n'y a pas de guerre, ça peut atteindre ce niveau-là, juste parce qu'elle est mal placée, la planète. Donc par exemple, comme Jupiter, si c'est proche de la 7e maison, ou proche du signe de Capricorne, ou proche du Soleil, la force totale va beaucoup baisser, et va peut-être atteindre genre 80-90%, un truc comme ça. Et en gros, dans ce domaine-là, qui est lié à Jupiter, qui est lié à la spiritualité, les croyances, etc., la personne va se fatiguer très rapidement. Donc si elle va commencer à parler de philosophie, par exemple, ou réfléchir beaucoup sur la philosophie, la personne va peut-être se fatiguer tellement rapidement qu'elle va être malade, ou qu'elle va être très fatiguée. Enfin, dans son contexte, lui, ça peut être une allergie ou un truc du genre. C'est ce qu'il raconte d'ailleurs dans sa vidéo. Qu'il est quelqu'un de très fragile, en quelque sorte, parce que le Soleil n'a pas assez de force. Ici, on voit l'exemple d'ailleurs avec le Soleil qui a 85% seulement, sachant que le minimum, pour avoir la force requise, il faut 100%. Quand c'est à 95%, ça va. C'est-à-dire que de temps en temps, il y aura une lacune dans ce domaine-là, mais ça va pas se voir de manière très flagrante. Quand ça commence à être à 80%, ça commence à se voir assez flagrant, de manière assez flagrante. Et quand c'est moins, c'est encore pire. Donc ça se ressent. Mais avoir 42%, en général, il faut avoir une guerre entre deux planètes pour atteindre ce résultat-là. Et ça veut aussi dire que son Mercure récupère toute la force, donc il a un Mercure super exalté, parce que Mercure est très fort dans le signe de Vierge. Mercure, c'est la communication, etc., vérifier l'information. Alors que Jupiter, c'est vérifier l'information, mais d'un point de vue spirituel, on va dire. Et en gros, Jupiter, il vérifie pas, c'est pas une planète de vérification, c'est une planète d'être en fait en contact avec le monde en entier, en fait. On voit dans toutes les directions, en fait, quand on utilise Jupiter. Donc c'est un peu comme le poisson dans l'eau. Jupiter, un de ses signes, c'est poisson. Donc quand on est dans la mer, on est en contact, en fait, avec tout... il y a un contact universel, en quelque sorte, parce que tout touche, tout est en contact avec l'eau et ça se mélange, etc. Donc il y a ce mélange-là qui se produit quand on est dans la mer ou dans l'eau. Donc par exemple, si tu as une blessure dans l'eau, le sang il va se projeter très rapidement dans l'eau et se mélanger. Tandis que si tu te coupes le bras et que tu es sur la terre, le sang il va couler dans une certaine direction, il ne va pas s'étendre aussi rapidement. Donc c'est cette idée de mélange-là spirituel. Donc une de ces difficultés très flagrantes sur jusque l'astrologie et pas l'human design, c'est qu'il a du mal avec les croyances, et il n'a pas beaucoup parlé de ça, mais parce que c'est normal, il a du mal là-dedans. Dans son interview avec... je vais chercher cette interview. Du coup, dans cette interview-là qu'il a fait ici, que j'ai regardé un peu, que j'ai fait le début de la vidéo là-dessus, il parle de ça, il parle de ses difficultés à comprendre en fait la différence entre la Corée du Sud, les croyances qu'il y a en Corée du Sud et les croyances qu'il y a aux États-Unis, et je pense qu'il parle aussi des événements qui ont dû se produire avec le Covid, etc. Donc ça a dû créer un changement, mais je pense qu'il a dû vivre aussi pas mal de choses déjà dans son enfance, par rapport au fait que il a voyagé entre les deux, entre la Corée du Sud et les États-Unis beaucoup. Bon, certainement par rapport à son métier, etc. Donc je connais pas toute sa vie non plus, je viens de découvrir le personnage. Voilà. Pour ça... je crois que j'ai oublié de dire quelque chose, mais il y a tellement de choses à dire, mais on va revenir un peu sur ce côté réflector là, parce que c'est très intéressant. Si on fusionne les deux, on a ces deux là, mais moi par exemple, je suis doué, enfin si on regarde que ça, on voit tous ces chakras allumés, on a l'impression que... pourrait avoir cette impression-là quand on découvre l'human design, que je suis très doué dans beaucoup de domaines, ce qui est le cas, mais c'est dû en grosse partie entre la fusion
de mon design et de ma personnalité. Donc c'est pas dans les deux. Il y a certaines personnes qui ont les deux allumés, et du coup ces personnes-là vivent plus en fait ce côté de sacral allumé de manière constante. Tandis que moi c'est plus quand c'est mon subconscient en fait qui me fait apprendre des choses. C'est-à-dire que je suis actif quand mon subconscient il est actif. Et j'ai toujours remarqué que, enfin c'est pour ça que je pense que je suis autant intéressé par l'hypnose et toutes ces sciences qui sont liées au subconscient. Donc l'étude du subconscient, c'est souvent, enfin pour moi, maintenant je l'associe à l'étude du corps, les réactions du corps. Donc ça peut être par exemple les allergies. Parce que les allergies en fait sont souvent une réaction inconsciente à quelque chose qu'on associe à des maladies aujourd'hui, mais qui sont vraiment des maladies, mais parfois on remarque que c'est des maladies psychologiques en fait, dans le sens où c'est un peu, enfin, c'est pas reconnu actuellement dans la science actuelle, ou en partie seulement, mais en gros l'exemple c'est, par exemple, on t'enferme dans un cachot, dans le noir, un truc du genre, dans une prison, et tu n'as plus de contact avec la lumière, et tu as peur, etc. par exemple, et tu t'imagines des choses, tu fais des cauchemars, et au bout d'un moment tu deviens fou, tu t'enfermes très longtemps, et tu perds la boule, et en gros ton subconscient, il réagit, et tu peux tomber malade physiquement, et avoir des signes physiques qui se manifestent par rapport à ton problème psychologique. Donc c'est assez flagrant parce que, par exemple, tu es enfermé, etc. Ou sinon tu es dépressif. Donc beaucoup de personnes ont dû vivre ça quand il y a eu les événements du Covid. Mais ça se produit en fait tous les jours, naturellement. Sauf que c'est pas aussi flagrant. Donc par exemple, quand tu vas à l'école, enfin ça peut être flagrant quand même, mais on n'associe pas ça au subconscient forcément. Donc, par exemple, tu vas à l'école et tu rencontres quelqu'un où t'es pas habitué, par exemple tu es encore adolescent et tu as du mal à discuter avec tes camarades, ou il y a du bullying, je sais plus comment on dit en français ça, et en gros il peut y avoir des frictions, on va dire, avec les gens, et que c'est pas facile de s'adapter quand on est jeune, surtout quand Vénus est faible. C'est de 12 ans à 32 ans, donc quand on a des difficultés dans ces périodes-là, ça va se voir en fait. Mais c'est pas que Vénus, il y a plein d'autres choses qui peuvent être en lien à ces difficultés-là. Donc lui, il a beaucoup de difficultés, si on revient, là je parlais beaucoup de philosophie pour essayer d'expliquer un peu. Lui, il a beaucoup cette difficulté avec le Soleil et Jupiter représente, comme le Soleil, un côté de confiance en soi quand c'est très fort. Quand Jupiter il est fort, Jupiter c'est la planète la plus grosse avec le Soleil dans le système solaire, qui a le plus d'influence sur la Terre. D'ailleurs, le Jupiter a une influence sur le Soleil et fait bouger, enfin ça fait, par gravité, ça fait une rotation au Soleil sur un cycle de 12 ans, qui est d'ailleurs le cycle utilisé dans l'astrologie chinoise. Parce que l'astrologie chinoise, les signes d'astrologie chinoise sont basés sur Jupiter. Donc par exemple, Jupiter en Vierge, je ne sais plus exactement le symbole qui est utilisé. Mais bon, c'est pas grave. En gros, c'est un des signes chinois qui est lié à Jupiter en Vierge. Mais c'est pas de ça du coup que je veux parler. Ici, quand Jupiter, enfin si je peux faire pourquoi les Chinois ils sont tellement intéressés par Jupiter, c'est parce que Jupiter a toute cette influence-là en fait. Et donc on peut regarder le signe de Jupiter et comprendre vraiment beaucoup de choses sur quelqu'un. Donc par exemple, quand Jupiter il est en exaltation dans Jupiter, dans Cancer, pardon, il va montrer cette force spirituelle de croyance et d'être en contact vraiment avec ses émotions spirituelles, on va dire. Et l'inverse quand Jupiter est dans le Capricorne. Et du coup, Jupiter en Capricorne, c'est le signe du rat.
Le premier signe, du coup, c'est Jupiter en Capricorne. Donc, au moins, une chose que je me rappelle. C'était marquant pour moi de voir que Jupiter, il est associé au rat en astrologie chinoise. Un exemple, quand Jupiter il est en Capricorne, souvent ça va donner des personnes qui sont attirées par l'argent et qui vont essayer de manifester concrètement l'argent physique sans comprendre quelle valeur ça a derrière l'argent et que c'est lié en fait à la confiance. Par exemple, dans le billet américain, on voit écrit que en Dieu on a confiance. Les gens ils associent ça à la manipulation parfois, mais ça a une symbolique spirituelle. Parce que en fait l'argent représente la confiance que tu as en fait dans le système que tu utilises dans la société, donc c'est une connexion sociale en fait, c'est un échange de valeurs spirituelles et c'est lié à la confiance que tu as dans ton pays, etc., dans la valeur de l'argent. Donc c'est pas juste que les Américains croient en l'argent, c'est que vraiment l'argent a une valeur spirituelle aussi. Mais quand Jupiter est en Capricorne, on a tendance à voir que la valeur terrestre de l'argent et non la valeur spirituelle, qui est liée vraiment à ce partage universel en fait. Et les États-Unis, si on regarde leur charte, ils ont Jupiter en Cancer, en exaltation, qui n'est pas parfait, mais parce qu'il est dans la 8e maison, mais c'est quand même très bien. Et du coup, par rapport à ce monsieur-là, Jay Park, comme il a Jupiter faible et le Soleil, il a beaucoup de ce manque de confiance en lui spirituel, sachant que le Soleil aussi, ça va donner le côté masculin en fait de la personne. Donc quand on a les deux faibles, on va pas avoir beaucoup de confiance en soi. D'un point de vue de ces planètes-là, ça veut pas dire qu'il n'a pas de confiance en lui, au contraire, il a beaucoup de confiance en lui, mais c'est dû à la Lune et à Mercure qui est très fort. Et Mercure sauve la mise parce que Mercure aussi, c'est ces trois planètes-là en fait qui vont donner la confiance en soi. C'est soit le Soleil, soit Mercure, soit Jupiter, ou soit les trois si tu as les trois forts, ou une des deux si tu en as deux forts. Et c'est vraiment, quand je dis la confiance en soi, c'est vraiment la capacité à se sentir grand en fait, et de ne pas avoir peur de s'exprimer, que ce soit spirituellement Jupiter, s'exprimer concrètement sans faire de faute par exemple, sans faire de faute dans sa communication, ça va être Mercure, et le Soleil, ça va être vraiment la confiance. Par exemple, tu peux avoir quelqu'un qui bégaye, mais si le Soleil il est très fort, s'il est très fort dans la charte, même s'il bégaye, la personne elle ressent pas cette peur-là, donc elle continue de parler et elle s'en fout en fait, de s'exprimer mal en fait. Donc on peut avoir par exemple un Mercure très faible et un Soleil très fort, du coup tu t'exprimes mal, tu fais plein de fautes dans ce que tu dis, tu n'es pas précis dans ta communication, mais tu n'as pas peur de t'exprimer, tu t'en fous totalement si les gens pensent que tu es ridicule, en fait, le fait que tu as confiance en toi, les gens ils vont comprendre en fait que c'est pas ridicule ce que tu fais. Parce qu'ils vont voir que tu t'en fous en fait, au bout d'un moment ils vont peut-être au début sourire, mais après peut-être ils vont être en admiration parce qu'ils vont voir que malgré tout tu continues et tu t'en fous. Mais tu t'en fous pas parce que pour faire ton intéressant ou pour montrer ton ego ou pour être supérieur, c'est juste que tu es toi et c'est tout en fait, c'est ce qui importe. Donc c'est pas pour gêner l'autre, c'est pas un ego qui gêne l'autre. Donc quand le Soleil est très fort, tu vas pas gêner les autres. Mais si... c'est pas que tu vas pas gêner les autres, c'est que tu vas être toi-même. Et si être toi-même gêne les autres, c'est peut-être parce que les autres, ils ont peut-être pas le Soleil fort aussi, donc ils se sentent faibles. Donc c'est à double tranchant, on va dire. C'est pour ça que les planètes, quand elles sont en exaltation, c'est pas forcément une bonne chose en fonction du point de vue. Donc par exemple, quand on regarde Jay Park, ce gars-là, j'ai regardé plusieurs vidéos, j'ai aussi regardé quelques critiques sur lui, etc. Parce qu'apparemment il y a beaucoup de gens qui le critiquent aussi. Ce qui est normal, parce que quand on est connu, on aura forcément les deux vagues, des critiques et aussi des approvals, des succès, on va dire.
Et du coup, au niveau des critiques, il peut y avoir des gens en fait qui n'aiment pas ce côté fier de la lune en taureau. Ça donne une fierté. Moi j'ai vécu avec quelqu'un qui avait la lune en taureau, donc sa lune n'était pas parfaite non plus, mais elle avait cette fierté-là, qu'elle se sentait belle en fait, la personne se sentait belle et était fière de se sentir belle. Donc ça donne un ego, mais une fierté qui est positive en fait. Et c'est ce qu'on voit, enfin ce que j'ai vu moi dans cette interview, enfin pas dans cette interview, mais ici, quand il s'exprime avec... merde, je vais devoir supprimer ça. Quand il s'exprime... du coup, je n'ai pas pris le bon... Quand il s'exprime avec sa copine ici, donc je crois pas que c'est sa copine girlfriend, mais c'est son ami, on va dire. Qu'est-ce qu'il fait? Il est fier, et quand il s'exprime avec le public aussi, il a de la fierté, donc il fait ouais, dis que je suis une bonne personne, etc. Donc par exemple, il va, en plaisantant, il va dire oui, complimente-moi sur ce sujet-là, je suis bon dans ce domaine-là, complimente-moi. Donc il fait ça en plaisantant. Donc ça ressort comme ça en fait quand la lune est en taureau. C'est ce qu'on voit dans le sourire aussi de la personne. Quand la lune est en taureau, la personne a le sourire facile. Plus la lune est forte en taureau, parce qu'après il faut aussi que Vénus soit fort pour que ça complète la chose en fait. Si ici Vénus il est fort aussi, par exemple si Vénus il serait en Vierge dans ce signe là à la place d'être en Balance, ben on aurait quelqu'un qui aurait cette lune en taureau toujours, il y aurait cette partie là joyeuse avec ce sourire extraordinaire, mais ça serait beaucoup moins présent, ça ressortirait pas d'une manière aussi flagrante. Et il faut prendre aussi le fait que la lune ici est dans la seconde maison, donc ça renforce encore plus ce qu'on voit dans l'acteur qui joue dans le film de vampire là, qui s'appelle j'ai oublié le nom, Twilight. L'un des acteurs, celui qu'on appelle Joe, je sais pas trop quoi là, j'ai oublié son nom, trop d'informations, et du coup ce gars-là, il a un sourire magnifique, et il y a aussi ce côté qui ressort là de la lune en taureau, mais le maître de ce signe, dans son contexte à lui, il est en difficulté, il y a de la honte autour. Donc il y a ces deux énergies contradictoires qui fait qu'il ne... D'un côté, il y a ce sourire magnifique, mais en même temps, il doit y avoir une honte aussi derrière, qui ne va pas le montrer, bien sûr. Quand on a honte, on ne va pas montrer ça. J'ai fermé ça, comme ça je suis tranquille. Et ça apparaît, au lieu de fermer tout seul. Du coup, qu'est-ce qu'on devait faire? Ensuite, je vais faire une pause du coup et on va parler d'un autre sujet. Alors, je fais une conclusion pour cette vidéo parce que ça commence à devenir trop long. Et bon, moi je m'en fous, hein, je discuterai pendant au moins 3-4 heures d'affilée, mais bon. J'imagine que c'est pas le cas de tout le monde. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, là j'ai regardé les transits et dans quelques minutes, il est 5h moins 10. Et du coup, la lune va être sur l'ascendant à partir de 4h47. Donc théoriquement, c'est déjà le cas pour moi en ce moment. La lune est actuellement sur l'ascendant. Donc ressenti un peu différent de la lune sur la deuxième maison. Sachant qu'on a Jupiter maintenant sur la deuxième maison, on a Saturne sur la 11e, donc le côté un peu groupe, Facebook, YouTube, j'ai pas trop envie de le faire là, donc c'est peut-être pour ça que j'ai envie de faire une conclusion. Et il y a le côté social, le soleil, qui est sur la 7e maison, et on a une pleine lune là, qui commence à commence à être totalement pleine, elle va être totalement pleine vers 23 degrés.
Donc un peu plus tard, peut-être vers minuit, on aura une pleine lune complète. Et là, ça m'a donné envie de bouger et de sortir. Souvent, quand il y a une pleine lune, souvent les émotions sont amplifiées. Et les gens ont envie de faire des activités en général quand la lune elle est pleine. Par rapport à ce que j'ai dit dans l'ensemble de cette vidéo, j'ai expliqué plusieurs nuances de la lune en taureau. Je voulais expliquer Scorpion aussi et les nakshatras, j'ai même pas eu le temps et la vidéo elle est presque elle fait déjà 1 heure au moins, presque 1h10 je crois. Et j'ai pas eu le temps d'expliquer les nakshatras, rien du tout. Peut-être que je vais le faire dans la prochaine vidéo si j'ai le temps et si j'ai l'envie de le faire aussi. Alors, je pense que je vais de plus en plus parler des nakshatras, les introduire au fur et à mesure, mais c'est vraiment pas facile parce qu'il y en a 27. Il y en a 3 dans chaque signe. Donc théoriquement, il faudrait que je passe 30 minutes sur chaque nakshatra, donc 30 minutes x 27, ça fait quand même pas mal. Mais en gros, actuellement là, la lune est dans le nakshatra de Bharani qui est lié à Yama, donc Yama c'est lié à Saturne aussi. Et aussi à Vénus en même temps, et c'est dans le signe de Vénus actuellement, donc on a vraiment beaucoup de choses qui sont liées soit à la mort, soit à la restreinte, soit à la sexualité, parce que Saturne c'est la sexualité aussi. J'ai remarqué qu'il y a souvent beaucoup de choses sexuelles qui se passent quand la lune est dans le signe de Bharani, pour une raison qui est assez floue. Donc c'est peut-être que pour moi aussi, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas que moi qui a cette relation avec Bharani. C'est souvent, par exemple, Tyrion Lannister, il a la lune dans le nakshatra de Bharani aussi. Et dans la série Game of Thrones, Tyrion Lannister, je dis Tyrion Lannister, mais l'acteur, je sais plus comment il s'appelle. Mais en gros, il y a quand même, il semble avoir quand même une relation sexualisée avec la vie, mais bon, c'est peut-être pas une autre raison aussi, parce qu'il y a Saturne à côté de la Lune aussi en même temps, lui. Donc là, on peut voir vers 19 h, la Lune va être dans le nakshatra de Kritika, qui est lié au Soleil. Kritika, donc White Spot, Ani, Fire, donc Fire, le Soleil, le feu du Soleil, littéralement. Et du coup, ça donne souvent plus des personnalités qui sont solaires, en fait, quand la Lune est dans le signe de Kritika, alors que Bharani, ça donne plus une tendance saturnienne ou vénusienne, sachant que Vénus et Saturne sont très similaires dans leur comportement quand même. Très similaires, ils ne sont pas exactement pareils, mais il y a des similarités. Ce sont des planètes amies en fait qui ont des rôles un peu similaires. Dans un certain contexte, parce que c'est pas facile à expliquer avec les. En fait, qu'est-ce qui fait que l'astrologie est compliquée en fait? C'est pas que l'astrologie est compliquée, c'est que on n'a pas le même vocabulaire en fait. On a actuellement, dans le monde actuel, la culture, on va dire, américaine et européenne, on n'a pas. Certaines personnes l'ont, hein, mais on n'a pas de manière culturelle un vocabulaire qui décrit spécifiquement chaque comportement en fait. Donc on est obligé d'inventer des mots parfois, ou de faire référence à des choses spirituelles qui sont considérées comme non scientifiques alors que ça fonctionne, hein. Pour moi en fait la science, moi c'est comme ça que j'explique la science, et non de la manière culturelle qu'on a actuellement qui paraît complètement à côté de la plaque, parce qu'il manque plein de choses. En fait pour moi la science, c'est si ça fonctionne, c'est de la science. Et statistiquement par exemple, tu peux vérifier si l'astrologie fonctionne
avec ton expérience personnelle, en fait. Et à chaque fois, moi, j'ai toujours, et ça c'est peut-être la lune dans la seconde maison, ma manière de voir les choses, c'est que pour moi, quand quelque chose fonctionne, je l'utilise. C'est aussi simple que ça. Quelqu'un me montre quelque chose, peu importe si c'est accepté par la société aujourd'hui, je m'en tape complètement. Si ça fonctionne, j'utilise. Mais il faut que ça fonctionne dans une optique qui aide les gens, qui a une utilité. Si ça n'a pas d'utilité, même si ça fonctionne, je m'en tape complètement. Enfin, c'est pas que je m'en tape, c'est que je ne vais pas l'utiliser. Donc si par exemple quelqu'un m'introduit une science, je dis science entre guillemets, mais que ça sert à... Enfin, pas que ça sert à rien, mais c'est que ça m'oriente dans une direction qui me semble mauvaise. Je vais quand même regarder ce que c'est, étudier, parce que peut-être que mon opinion est peut-être fausse, peut-être que ce label que j'ai mis de mauvais, c'est peut-être juste mon expérience qui était mauvaise, et du coup je vois ça comme mauvais. Du coup je mets quand même de côté, je vais, bon, ça, je catégorise là, mais je vérifie quand même de temps en temps pour voir si c'est moi qui vois mal les choses, ou si c'est vraiment quelque chose qui n'est pas bon pour moi. Et donc par exemple quand il y a eu le Covid, quand il y a eu plein de philosophies différentes sur est-ce que le Covid c'est dangereux, moi mon expérience personnelle c'est que déjà dans le monde actuel, pré-Covid, on avait une surexagération des maladies. Donc on va chez le docteur tous les jours, pour rien du tout, on prend des médicaments qui sont dangereux, qui sont confirmés comme dangereux. Beaucoup de personnes avant Covid, surtout les personnes âgées, prenaient des médicaments qui sont fabriqués par des sociétés qui parfois te disent elles-mêmes que le produit est dangereux, et qui l'affirment eux-mêmes. Pourquoi tu vas prendre ça régulièrement? Ça sert à rien. Eux-mêmes le disent, donc c'est écrit sur la notice, c'est dangereux. Après, bien sûr, il faut nuancer les choses dans certains contextes, parfois c'est utile. Donc parfois, si j'ai un mal de tête, et un putain de mal de tête, et j'arrive pas à dormir, je vais prendre un efferalgan, même si je sais que c'est pas très bon pour la santé. Et plein d'autres choses qui peuvent apaiser la douleur de manière temporaire, même si c'est considéré comme une drogue, je m'en fous. Dans une situation où tu te sens très mal, tu le prends, tu t'en tapes, mais tu vas pas prendre ça tous les jours. Voilà, c'est logique. Et dans les sciences ésotériques, je fais la même chose. Donc si par exemple on me dit la lune en taureau c'est exceptionnel, mais si quand je vais voir les gens qui ont la lune en taureau, je trouve pas ça exceptionnel, je vais me dire ouais, peut-être que le gars il raconte n'importe quoi, ou qu'il a pas la même optique, la même vision que moi, et peut-être que ça veut dire quelque chose mais que je comprends pas encore. Donc je le mets de côté et j'attends, je me dis peut-être que là je comprends pas encore ce qu'il me dit. Et donc si on fait ça avec tout, les sciences ésotériques, on arrive à des choses ésotériques, je dis ésotériques, mais qui ne sont pas acceptées par la science actuelle. Il y a plein de choses, parfois dans la parfumerie par exemple, j'ai fait beaucoup d'études dans la parfumerie et les huiles essentielles, et il y a plein de choses qui ne sont pas reconnues. Mais quand tu testes, et que tu vas sur des forums, et tu partages les expériences que les gens ils ont avec toi, et que tu discutes avec les gens qui ont eu des expériences avec le parfum, tu te rends compte que la science actuelle, il y a plein de choses qu'ils ne reconnaissent pas, alors que dans l'industrie elle-même, il y a plein de gens qui pensent que ça fonctionne, et qu'il y a même des thèses, etc., qui montrent que le parfum a peut-être plus d'influence qu'on ne le croit sur les gens. En gros, je mets en gros. Sachant que l'odorat n'est pas un sens qui est très utilisé par les êtres humains en général, qui sont souvent ignorés. Du coup voilà, ça c'est par rapport à ma recherche et à ma manière de montrer un peu l'astrologie, comment ça fonctionne. Donc dans cette vidéo, quand j'ai parlé de lui, en fait j'ai pris un exemple de quelqu'un qui me semble très mature, qui a eu un... Enfin, lui il se prétend pas mature, mais souvent les personnes... Enfin, son côté immature, c'est parce qu'il y a un côté enfant, donc c'est pas accepté dans la société en général. C'est un peu comme Donald Trump. Il faut tant qu'il y ait un président actuel qui va être président. Donald Trump, il a un côté enfant aussi, donc quand il est sur scène, il s'amuse, il crie, il fait des bêtises comme un enfant en fait.
mais tant que ça impacte pas négativement les autres, mais ça va quand même impacter les autres au bout d'un moment. Peu importe ce que tu fais, en fait, ça impacte toujours les gens. Donc même si tu fais quelque chose de très bien, ce qui est vu en astrologie par exemple une planète très forte, selon les critères que j'ai montrés tout à l'heure, bah, la personne va avoir cette compétence-là dans sa manière d'être. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va être heureuse avec, même si la planète est très forte, parce qu'on a toujours le retour des autres, et on a toujours une planète qui est en difficulté. Donc lui, c'est les difficultés qu'il a, c'est lié à son soleil, par exemple les allergies, etc. Les allergies ressortent en fait quand tu as des difficultés avec certaines choses, avec l'image de toi, etc. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose, c'est-à-dire que quand le corps réagit, en fait, si ça réagit rapidement, et si c'est pas constant, ça veut dire que tu guéris, en fait. Si par exemple tu as une allergie très grave pendant 2-3 semaines, ou un mois, ou 2-3 mois, ou un an, peut-être que tu te sens guéri à quelque chose, mais après c'est temporaire, ça passe. Par exemple, moi, quand j'étais jeune, adolescent, j'avais beaucoup de problèmes de peau au niveau de mon visage, donc les boutons, etc. Donc ça apparaît souvent à 12 ans, parce que c'est la période qui est liée à Vénus, donc les hormones qui ressortent. Donc moi, comme je faisais beaucoup de sport, etc., et que j'utilisais ça pour un peu éviter ma vie, parce que j'avais beaucoup de problèmes familiales, etc., et du coup, j'avais plein de boutons qui ressortaient, qui représentaient là, ce manque émotionnel que j'arrivais pas à accepter à l'époque. Parce que j'étais encore jeune et que je découvrais les choses. Et du coup, en fonction des compétences de chacun, ça va être plus ou moins élevé. Parfois, tu as des personnes qui sont tellement allergiques qu'elles ne peuvent pas sortir de la maison, etc. Donc ça peut se traduire en maladie, littéralement. Du coup, voilà pour cette vidéo. Je pense que j'ai essayé de montrer un peu plusieurs perspectives, pas que la sienne, parce que quand on montre par exemple un côté féminin, très fort, on aurait tendance à croire que c'est parfait, etc., que ça va pas causer de gêne. C'est pas parce que tu es mature que tu vas être tout le temps bien dans ta peau et que... Par exemple, c'est ce que je dis, hein, c'est que tu peux avoir une planète en débilitation, par exemple le soleil en débilitation, c'est considéré comme mauvais, parce que débilitation, on dit que c'est faible. Mais beaucoup de ces personnes faibles-là sont bien vues parce que ça donne un contact proche, en fait. Quand quelqu'un est faible, tu t'approches de lui et t'as pas de peur, en fait, parce qu'il a plus ce côté-là faible, et du coup, tu vas pas avoir peur de lui, et du coup, ça va être plus facile à accepter, en fait, une planète en débilitation que l'exaltation. Parce que l'exaltation aussi va être bien vue, parce que tu dis, ouais, ce gars-là, il est mature, je peux lui faire confiance. Mais tu vas peut-être pas avoir la confiance en toi pour l'accepter à la valeur, à son niveau à lui. Donc par exemple, quand tu vois une star de cinéma, il y a un côté exalté derrière cette star-là. Et tu vas peut-être avoir peur, ou tu vas pas oser l'approcher parce que tu penses que tu es pas assez bien comparé à elle. Ça peut arriver. Et du coup, il y a ces extrêmes-là qui se passent. Donc c'est plus facile d'aller voir un clochard qui est peut-être faible dans un domaine, par exemple l'argent, que ça représenterait peut-être un Jupiter en Capricorne, par exemple, quelqu'un qui est dépressif, qui a pas de but dans la vie, qui fait un peu plus de bêtises. Bon, ça veut pas dire que quand tu as Jupiter en Capricorne que tu vas finir un clodo, ça veut pas dire ça, mais ça peut te donner une tendance à aller vers des choses spirituellement qui sont pas aussi bien, c'est plus faible. Mais il y a des personnes qui ont Jupiter en Capricorne qui sont des personnes qui ont un côté spirituel fort quand même, parce qu'ils essayent d'avancer malgré tout, parce qu'il n'y a pas que Jupiter qui compte, bien sûr. Donc par exemple, dans ce contexte à lui, Jae, son Jupiter est pas très faible, pas très fort, donc c'est l'équivalent d'un Jupiter en Capricorne, hein. C'est plus ou moins la même chose, hein. C'est même pire, parce que Jupiter est encore plus faible ici, il se fait attaquer dans tous les sens. Par un Mercure qui est très fort. Et du coup, ça va donner une personne qui parle trop parfois. Ce Jupiter, justement, c'est la planète
qui s'exprime pas en fait. Elle s'exprime par son énergie ou par sa sagesse. C'est Mercure qui parle, c'est Mercure qui communique. Donc une personne qui a un Jupiter très fort, qui est tout le temps en train de parler, et qui n'arrive pas à s'en empêcher, c'est pas un Jupiter si fort que ça en fait. Il y a peut-être une gêne quelque part. Et plus la personne n'arrive pas à ne pas influencer avec les mots, et plus ce Jupiter-là, il y a des chances qu'il est faible. Ou ça vient d'autres choses, de la Lune ou de Vénus, etc. Ça peut venir d'ailleurs. Mais je donne cet exemple-là parce que ça m'est arrivé récemment de rencontrer quelqu'un qui a du mal avec ça. Et pourtant, ça donne cette impression qu'on est hyper spirituel quand on parle tout le temps de ça. Mais ça ne veut pas forcément dire, dans le contexte de Jupiter, Jupiter, normalement, c'est quelque chose qui est poitoire. Donc il est exalté aussi sur l'ascendant. Comme Mercure d'ailleurs. Mercure, c'est la communication, c'est poitoire aussi. Si tu communiques que pour les autres, sans essayer de t'aider, ça va pas t'aider directement. Et du coup, c'est une des exaltations de Mercure aussi, c'est sur l'ascendant. Donc, quelque part, lui, il fait mal Mercure, parce que si on regarde son astro à lui, il y a Mercure sur la 6e maison, qui est proche de la 7e, donc qui est loin de l'exaltation en maison. Donc si on regarde ici son Mercure, même s'il est très 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 fort, si on regarde en Digbala, on a 4 seulement sur 60. Et en Chesta aussi d'ailleurs. Chesta, c'est le fait que c'est trop près du soleil. Donc c'est pas parfait non plus, son Mercure n'est pas parfait, même s'il est très 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 fort en Vierge quand même, parce que Vierge c'est l'exaltation de Mercure aussi. Donc on a toutes ces nuances-là, en fait, qui fait que ce gars-là, il n'est pas parfait, en fait. Il ne sent pas cette confiance en lui aussi, parce que c'est Chesta, c'est le Chesta Bala qui donne la confiance d'une planète. On a confiance en une planète quand le Chesta, il est fort. Et en général, le Chesta, il est fort quand la planète, elle est éloignée du Soleil. Le fait que là, Mercure, il est tellement proche, qu'il est en combustion énorme en fait. Jupiter aussi il est en combustion, donc le Chesta il est faible. Et du coup ça donne quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Contrairement... Et souvent en fait ce qui donne beaucoup la confiance, ça va être soit le Chesta du Soleil, soit le Chesta de Jupiter ou de Mercure. Une de ces 3 planètes là, c'est ça qui va montrer, qui va vraiment donner cette stabilité de confiance en soi. Donc il a une confiance en lui émotionnelle très forte, mais il y a beaucoup de lacunes aussi autour. Et une des lacunes aussi pour enfoncer le clou, hein, et ça arrive souvent quand les planètes sont que dans un seul axe par rapport à la nuit et au jour. Ici ça c'est les planètes qui sont dans le jour, parce qu'elles sont proches du zénith. Et Saturne c'est pas vraiment une planète, c'est là où tu as tes traumas. Donc il a quasiment toutes ces planètes liées à la personnalité qui sont proches de la 4e, qui sont plus proches du coup de l'inverse du zénith. Comment ça s'appelle encore ça en français? Bon, de toute façon c'est pas un mot qui est utilisé. Je crois que c'est le nadir, ouais, le nadir. Donc la 4e maison c'est le nadir. Et ici, on a une tendance à avoir des planètes plus proches du nadir. Donc le côté enfant qui ressort, sachant que Ketu, c'est un placement très important. Et il y a un côté social quand même. Ici, ça représente aussi son côté féminin, du coup, parce que c'est un homme ici. Alors que son côté masculin, il ressort plus ici de la 1e maison. Du coup, voilà, après je vais pas non plus... Enfin, il y a ça aussi que j'aurais pu parler, son Vénus en exaltation dans la Navamsha, qui est une planète très forte, qui donne aussi beaucoup de plaisir spirituel, on va dire, dans son chemin de vie, qui aide à vivre, en fait, plus facilement avec soi-même. Donc ça donne souvent des personnes joyeuses, qui profitent de la vie, etc., et qui sont pas dépressifs. Surtout si c'est Vénus qui est fort dans cette charte-là.
Du coup, voilà pour cette vidéo, je vais m'arrêter là, sachant que je suis presque à 2 heures, je pense que 2 heures de temps. J'aurais voulu faire plus, par exemple, si après, au niveau de ces périodes ici, pas mal de choses qui ressortent, qui sont intéressantes. Le fait qu'il a eu que des bonnes périodes, plus ou moins, mis à part celle du soleil ici, mais faut aussi regarder, mélanger avec ça, sachant qu'il a un Vénus très fort. Donc la période de Vénus, c'est de 12 à 32 ans. Donc il a eu une très bonne période, mais ça va être beaucoup plus difficile ensuite, je pense, pour lui, parce que, enfin, à partir de 32 ans, ça va être beaucoup plus difficile, parce que son Jupiter, il est faible, et il va pas tarder à avoir 32 ans, si c'est pas déjà le cas. Je crois qu'il est en train d'avoir 32 ans, donc son Mercure, il est en train de maturer. 32 ans, ouais, il est en train d'avoir 32 ans. Ouais, en septembre, il vient d'avoir 32 ans il n'y a pas longtemps. Et du coup, il va aller dans cette période de Jupiter qui sont liées à ses croyances. Et là, ça va être beaucoup plus difficile parce qu'on a un Jupiter qui est très faible ici. Donc je serais curieux de savoir qu'est-ce qui va se passer. Sachant que j'ai une des interviews qu'il a eues, c'était récemment, il y a quelques mois. Donc ça va être intéressant. Qu'est-ce qui va se passer dans sa vie avec une planète aussi faible. Mais il est toujours en partie dans cette période aussi lunaire et sa lune est en exaltation ici. Donc on a deux choses qui se produisent simultanément. Cette forte période de la lune là, mais qui va s'arrêter quand il aura 35 ans. Donc en 2028. Donc en 2028, ça risque d'être beaucoup plus difficile pour lui. Même si son Mars, il est quand même assez fort son Mars, même si, enfin, il est pas fort, il est faible, mais ça gêne pas trop Mars d'être en Cancer, mais ça rend quand même très passif. Donc je pense que c'est une des raisons qu'il n'est pas non plus un sportif, qu'il n'a pas l'air d'être sportif, du moins j'ai pas vu parler de sport du tout dans aucune de ses interviews ou d'activité physique. Et il a Mars en Cancer, le soleil n'est pas très fort. Il y a des bruits de voiture toutes les 2 secondes. Donc allez, encore un petit détail. Souvent quand la lune est en taureau, par exemple je vois Rafael Nadal ou des sportifs de haut niveau qui ont la lune en taureau, parce que ça donne vraiment beaucoup, c'est ça le côté masculin de taureau on va dire, c'est que ça donne beaucoup de force au niveau des hormones. Et du coup ton corps il récupère beaucoup plus facilement quand tu as un Vénus en taureau, enfin quand tu as un Vénus très fort. Et la lune en taureau ça va renforcer le signe de Vénus. Sauf qu'il faut quand même avoir un Mars qui balance la chose. Parce que Vénus, c'est ce qui donne capacité de récupération. Donc ça veut dire que ton corps, il récupère l'énergie, les nutriments plus facilement. Mais si tu fais rien avec ces nutriments, si tu n'as pas envie de faire d'activité physique, donc Mars, l'envie, c'est force de caractère, l'envie de faire des choses. Mars, ça donne pas les muscles, mais ça donne l'envie de travailler tes muscles. Et c'est Vénus qui donne les muscles. Et donc si ton Vénus il est fort, mais ton Mars est faible, tu vas avoir une apparence grassouillette, en fait ça va te donner des formes au niveau du visage, un peu comme les femmes, souvent qui ont plus de formes, et qui grossissent plus facilement. C'est pour ça que les femmes grossissent plus facilement d'ailleurs. Et celles qui grossissent pas, c'est souvent celles qui ont la lune en difficulté, ou Vénus. Ou les deux. Et du coup, il y a aussi l'interaction entre Mars et Vénus et la Lune. Parce que quand Mars est très fort, tu vas faire beaucoup d'activités physiques. Mais par exemple, tu peux avoir quelqu'un qui a un Mars très fort, mais Vénus qui est faible. Et du coup, il va faire beaucoup d'activités, mais il va pas pouvoir récupérer autant de force dans les nutriments. Et du coup, il va être maigre,
mais il va avoir ces muscles quand même qui vont apparaître parce qu'il s'entraîne beaucoup. Donc les gens maigres souvent, soit c'est Saturne qui est fort, parce que Saturne aussi ça donne aussi ce côté-là de force, mais en étant émacié, ils appellent ça en français je crois, quand t'as pas beaucoup de chair sur le corps. Donc ça donne cette impression un peu de dépressivité en fait quand Saturne il est fort, parce que ça donne ce côté dur là, mais c'est pas corporel on va dire, c'est vraiment... Ça donne des personnes fines d'ailleurs. Du coup, il y a ça par rapport à l'apparence physique, hein, parce que souvent quand tu vas avoir la lune en taureau, souvent tu vas avoir des personnes qui ont tendance à grossir plus facilement, et ils savent pas pourquoi, et c'est une bonne chose. Mais si tu n'arrives pas à contrôler ça, c'est peut-être parce que le Mars il est faible, et que du coup tu as tendance à prendre du poids parce que tu n'as pas envie de faire d'efforts physiques. Donc Vénus c'est les plaisirs de la vie, c'est bien d'avoir des plaisirs de la vie, mais si Mars il n'arrive pas à balancer et à équilibrer le côté vénusien, bah au bout d'un moment manger ou avoir des relations avec les gens tout le temps, ça donne un laxisme parfois social, et ce laxisme social va gêner au bout d'un moment par excès en fait, excès de plaisir de la vie. Donc ça c'est le côté négatif de Vénus, c'est pour ça que les gens, des fois ils aiment pas Vénus, surtout quand Mars est très très fort ou Vénus est en difficulté. C'est le cas par exemple de Elon Musk, il a un Mars qui est suractif, et un Vénus qui est à côté de Saturne, qui est en train de se faire un peu tabasser, donc qui est en restreinte quand Saturne est à côté de Vénus, ou toute planète qui est à côté de Saturne, elle se fait restreindre, et donc c'est quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Et donc tu n'as pas envie de manger par exemple, tu n'as pas envie d'avoir des formes en fait sur ton visage, tu préfères avoir ce côté dur de la vie, tu n'aimes pas trop prendre plaisir à la vie. Et si on regarde par exemple les interviews d'Elon Musk, c'est exactement ce qu'il fait, il surfait son côté activité, il veut tout le temps de l'action, il veut construire des roquettes, il a 5 entreprises, il se repose pas, tous ses employés se plaignent de lui parce qu'il est tout le temps en train de bosser, il s'arrête pas. Lui-même il se plaint de lui parce qu'il en a marre de lui, je pense au bout d'un moment. Donc ce que tu fais subir aux autres, souvent tu le fais subir à toi-même avant. Quelque part, quand Tesla, chaque fois je dis Tesla au lieu d'Elon Musk, quand Elon Musk, il surfait son travail, il le surfait avant tout pour lui-même parce qu'il pense que c'est une bonne chose. Et tout le monde fait ça, hein. Par exemple, quand Jay Park, il parle par exemple de sa lune, enfin il parle pas de sa lune, mais quand il va écouter par exemple le public parce que ils ont une opinion sur lui, ils vont lui dire que j'imagine les critiques qu'on doit faire sur lui, c'est que tu te la pètes un peu trop, donc que tu es trop fier de toi. Un peu la même chose qu'on va faire. Il y a un moustique dans ma chambre, je suis dérangé dans tous les sens. Un peu comme, j'imagine, les critiques qu'on peut faire à l'acteur là qui joue dans Twilight, qui a la lune en taureau. On peut lui dire ouais tu souris trop, tu fais ton intéressant, enfin tu te la pètes tout le temps, et du coup les gens ils ont honte par rapport à toi, tu vois, c'est un ego qui est plus fort, qui est sain pourtant. Généralement quand tu souris c'est une bonne chose, mais il y a des gens qui ont du mal à faire ça, donc ils vont être gênés par rapport à ça. Donc les critiques qu'on va lui faire à Jay, c'est que voilà quoi, tu es toi-même, et les gens, pas forcément tout le monde arrive à faire ça. Et du coup parfois il va se restreindre par humilité, sachant qu'il a un Saturne très fort d'ailleurs, ça aussi j'ai pas dit, parce que j'ai pas eu le temps, mais quand Saturne il est fort, ce qui est le cas ici, il va en fait prendre sur lui beaucoup en fait. Il va s'humilier pour aider les autres en fait, il va être humble, c'est pas qu'il va s'humilier, mais il va être capable de dire ouais c'est ma faute, et où j'ai merdé, où j'ai fait une erreur, et c'est pas que c'est pas grave, mais c'est que ça fait partie de la vie en fait. Et pour lui c'est naturel en fait de faire des erreurs, et après voilà, de se remettre en question, parce que Saturne c'est aussi la remise en question. Du coup voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Normalement ça devait être très court, mais j'ai pas pu m'en empêcher.
Et du coup, voilà pour cette vidéo. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.